Oui, bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire et je vais vous présenter les bandes dessinées du secteur adulte qui sont présentées dans la salle de montre du mois de mars. On débute avec un méga cadeau des éditions Mangetsu. Les trésors des chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 1. C'est une dizaine de récits. Junji Ito, qui est le maître de l'horreur japonais, le maître de l'horreur mondial, qui a fait des récits un peu plus longs, mais moi, je suis un grand amateur de ces nouvelles. Donc, c'est des nouvelles vraiment qui vont... on est dans le plus pur, la plus pure tradition du fantastique et de l'horreur. On parle vraiment d'un petit fait comme la première histoire s'intitule Le vieux vinyle. C'est une jeune fille, en fin de compte, qui est chez un de ses amis et qui n'arrête pas d'écouter un disque. Et c'est un disque, c'est a cappella. C'est une mélodie, c'est une espèce de scat jazzé, très envoûtant et très mélancolique. C'est la seule copie, c'est un disque qui n'a pas de... on ne voit pas l'interprète, la pochette est blanche. Et elle va voler le disque. Son ami va la poursuivre et par inadvertance, il va tomber et il va mourir sous ses yeux. Elle va le couvrir en fin de compte et elle va partir avec le disque. Elle va essayer de l'écouter, mais il n'y a plus de table tournante. C'est vraiment un disque vinyle, donc elle va rentrer dans un petit bar de jazz, elle va le mettre, et là, elle va se mettre en très mauvaise position. Elle va être poursuivie par le disquaire, en fin de compte, qui s'était fait voler l'album par l'ami de la jeune fille, et par un fan fini de cette chanteuse. Qui apparemment aurait enregistré, cet enregistrement-là aurait été fait après sa mort. Donc on est vraiment toujours avec des chutes très très inquiétantes, c'est une dérive du quotidien. Ce qui est intéressant dans cette édition, c'est qu'on a un petit texte de Junji Ito qui nous parle de ce qui l'a inspiré pour le récit, et ça c'est vraiment hallucinant. C'est un peu les notes préliminaires et des croquis préparatoires. Donc, on est vraiment dans de l'horreur un peu à la Stephen King, mais ça peut penser aussi, pour les un peu plus vieux, à des nouvelles de genre de Claude Seignol. Donc, c'est vraiment un incontournable absolu. Resisters aux éditions Tana, qui est une nouvelle maison d'édition qui se lance dans la BD de Jeanne Burgard-Goutal et Aurore Chapon, un roman graphique écoféministe. C'est un ovni, c'est quelque chose qui est un peu rébarbatif quand on l'ouvre. Le dessin est un peu spécial, il y a énormément de textes. On est dans un récit, en fin de compte, d'anticipation. Ça se passe en 2030. On est en France. Une Europe qui est vraiment cloisonnée par un mur. Il y a des réfugiés climatiques qui rentrent vraiment au compte-gouttes. Donc, on est dans les contre-coups on y va chaque année de confinement, déconfinement. Il y a des virus. C'est la pollution, c'est le réchauffement climatique. C'est aussi sur les relations hommes-femmes, donc on va suivre 4 personnages, un couple, et leur ami qui, lui, travaille dans une grande compagnie d'alimentation, qui fait beaucoup affaire avec l'Inde. Donc on est vraiment dans un récit prophétique, mais une espèce de fable aussi sur la déliquescence de la société, sur les relations hommes-femmes qui sont vraiment à reconstruire,
et sur l'écoféminisme. Et là, on va faire énormément on est vraiment entre le documentaire et la fiction. On va avoir énormément de notes en fin d'album, des grandes théoriciennes de l'écoféminisme des années 70 à nos jours. C'est vraiment fabuleux. Il y a énormément vous allez avoir énormément aussi excusez-moi, vous allez avoir énormément de mise en situation également, des graphiques sur la situation des femmes, sur le développement de l'agriculture et la chute du bien-être. On va parler encore de l'Inde et de l'écoféminisme qui est là et dans l'agriculture biologique. Donc, c'est vraiment une tendance ce mois-ci. C'est vraiment un album incontournable, je vous dirais, pour des cégeps. Et même en bibliothèque, c'est pas le genre de livre qui va attirer l'œil, mais c'est vraiment un plaisir de lecture à un prix vraiment abordable de 36,95 $ pour un album de 250 pages. Donc, vraiment un incontournable. Toujours dans le documentaire, aux éditions Aquileos, Jonathan Fatterbaum et Harry Kellman, Ligne de front, une histoire de la guerre de sécession. Un format à l'italienne, un volume quand même assez costaud. On est dans une histoire différente de la guerre de sécession. Une succession de chapitres. Et on va y aller, dans chaque chapitre, on va s'attacher à un objet. Donc, le chapitre 1, c'est le drapeau. Chaque début de chapitre, en fin de compte, on va être plus dans la petite histoire. Donc, on va suivre différents personnages dans tout le territoire, en fin de compte, de l'Est des États-Unis. Le seul lien, en fin de compte, conducteur de l'album, c'est au début de chacun des chapitres, on va avoir une manchette d'un journal qui va vraiment nous mettre au fait là, des faits historiques. Et rumeur du front, les rebelles prêts à attraper Fort Sumter. Et la nouvelle du front va nous amener au chapitre. Et là, vraiment, on y va dans le récit. Le premier tome, c'est un drapeau, donc ça va être un drapeau, en fait, contre criblé de balles qui flotte au vent. Le troisième chapitre, c'est des jumelles d'opéra qui servent, en fait, compte à observer un combat en Caroline du Sud. Donc, c'est habilement monté. C'est vraiment un récit là, chirurgical de ce qui s'est passé. On voit vraiment l'évolution et on passe vraiment du nord au sud et on revient vers le nord. C'est un album vraiment envoûtant parce que oui, c'est la guerre, mais c'est vu de l'intérieur. C'est la petite histoire de la guerre de sécession et j'ai énormément adoré. Le Québécois Jacques Sanson s'est associé à Benoît Peters. C'est une réédition augmentée d'un essai qui s'intitule Chris Ware, la bande dessinée réinventée. C'est aux éditions Les Impressions Nouvelles. Donc, c'est une monographie, c'est 2 entretiens, un de 2003 et un de 2021, 2 entretiens de Benoît Peters avec Chris Ware. Il y a Jacques Sanson qui va nous livrer aussi, un article, une analyse de l'œuvre. Et bon, c'est bien parce qu'on apprend à connaître Chris Ware. Et il y a même la bande dessinée selon Chris Ware. Donc, c'est des textes de Chris Ware qui va nous parler de son inspiration. C'est une monographie également. Donc, on a un paquet de planches, un paquet de dessins un peu inédits. Ça se lit comme un roman. C'est vraiment pas pointu. C'est à mettre entre toutes les mains pour découvrir cet auteur qui est vraiment un phare là, pour la bande dessinée. Il va parler de ses influences, donc évidemment Charles Schulz de Peanuts. Il va y avoir également une allusion à la Québécoise Julie Doucet. Donc c'est vraiment une petite Bible et un plaisir de lecture. Du côté fiction,
aux éditions Futuropolis, L'Âge d'eau, tome 1 de Benjamin Flao. Benjamin Flao, qui est vraiment reconnu pour ses paysages. Il a fait beaucoup de récits qui se passaient en Afrique. Donc, là, on est en France, dans un futur rapproché. Réchauffement de la planète, crue des eaux. Donc, une vallée engloutie. Et c'est un jeune homme, en fait, qui va revenir chez lui. Sa mère vit vraiment dans une cabane sur le bord d'un marécage. Il y a son frère également, qui est un peu... qui a des problèmes d'autisme, qui est très, très réservé, qui est hyper costaud en plus. Donc, il va suivre son frère. Sa mère est menacée d'expropriation. Donc, il va partir pour essayer de trouver un endroit pour la loger. Et ce qui est vraiment particulier dans la bande dessinée, c'est que le narrateur est un chien qui devient, selon ses émotions, qui devient un chien bleu et qui a des pouvoirs magiques. Donc, on est vraiment dans une espèce de récit d'anticipation, de résistance à l'expropriation, le pouvoir, en fin de compte, qui est en place, qui veut se débarrasser de ces personnes qui squattent, qui gênent beaucoup l'ordre établi. On suit vraiment, et vous voyez, les dessins sont tout à fait hallucinants, et on suit ces deux frères et ce chien qui vont tisser des liens, qui sont dans une espèce de quête. Donc, c'est un album vraiment fascinant. La suite à venir l'an prochain, et on l'attend impatiemment. Toujours dans l'eau, Jungle Beef, quand les narcos attaquent la forêt vierge, de Olivier Béra et Cyril Meyer aux éditions Stenkiss, collection Témoins du monde. On est dans un documentaire. Olivier Béra, qui est un scientifique qui part en fait en repérage au Honduras en 2016 pour faire un documentaire sur la mythique Cité Blanche, qui est une cité autochtone, cité maya, qui a été vraiment recouverte par la forêt vierge. Donc il va se rendre là-bas. On va parler d'ethnobotanisme. Il va, lui, en fait, compte est botaniste, donc il est intéressé à découvrir des nouvelles variétés de plantes et de fleurs. Il va être, par contre, il doit descendre le continent, le pays, pour se rendre jusqu'à une rivière qui va descendre pour aller se rapprocher de la Cité Blanche. Ils doivent trouver un endroit, une clairière pour qu'un hélicoptère se dépose. Et donc, il va habiter chez un paquet de gens, chez des Autochtones également, il va squatter et il va découvrir que la forêt vierge n'est plus si vierge que ça, parce que les narcotrafiquants sont en train de faire de la déforestation et le blanchiment, on va parler du blanchiment d'argent. Donc, des narcotrafiquants qui font de l'argent avec l'élevage des bovins pour alimenter les chaînes d'alimentation rapide, de restauration rapide. Donc, les dessins sont tout à fait sublimes. Il va croiser énormément d'Autochtones. On va parler aussi de la passation, en fait, du savoir des herboristes. Il y a énormément de plantes médicinales qui ne sont pas connues en Occident. C'était de la transmission orale et les jeunes, en fait, ne sont plus intéressés par le savoir des ancêtres. Ils veulent quitter pour se rendre en ville. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Et Olivier Béra conseille, en fait, à un herboriste, un peu chaman, le chaman du village, de noter, en fin de compte, son savoir pour que le savoir puisse, le patrimoine, en fin de compte, médicinal, puisse se transmettre de génération en génération et de culture en culture. C'est un essai troublant, c'est un grand récit d'aventure, très très facile d'approche. Et on termine avec, aux éditions d'Argo, de Rupert et Mulot, La part merveilleuse, l'automne, les mains d'Orsay.
Rupert et Mulot, qui ont toujours une démarche assez particulière. Là, on est vraiment dans un récit fantastique. On est dans une région française, un dessin hyper agréable. Mais c'est un jeune garçon, en fin de compte, qui est adepte d'horticulture. Et il y a des créatures qui côtoient les humains. Des créatures énormes, quelquefois ça peut être minuscule aussi. On ne sait pas d'où ils viennent. Est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce qu'ils viennent d'une autre dimension? Ce n'est toujours pas mentionné dans le premier tome. Il y a une espèce de relation incroyable entre les humains et ces créatures-là, qui, en fin de compte, apaisent les humains. Il va se rendre à Paris parce qu'il a été mordu par une créature et il va être vraiment pris dans une drôle... il va être pris dans une espèce d'engrenage là, un peu fatal. Lui, en fait, compte, s'est fait mordre et il se rend compte que ses mains, il peut manipuler ses mains. Et il y a une jeune fille et un jeune garçon qui vont le poursuivre, qui, eux, en fait, compte, se servent de ces pouvoirs-là aussi. On va parler de mutation. Ils s'en servent à mauvais escient, ils font des vols de banque. Et le pouvoir, en fin de compte, en place, surtout à Paris, envoie des CRS pour capturer ces créatures-là et les emmener dans des camps de détention. On fait des tests et on fait des éliminations de masse. Donc, on est vraiment dans un récit d'aventure très, très, très rythmé et avec une chute qui nous laisse attendre impatiemment le deuxième tome. C'était tout pour les albums de bande dessinée adultes. On se revoit le mois prochain.